Salut les jeunes, vous le savez peut-être pas, mais nous avons changé d'ère économique et nous sommes passés d'une économie de marché qui a été mise en place depuis la Deuxième Guerre mondiale pour passer sur une nouvelle ère économique et qui est une économie dirigée. Alors je vais vous expliquer ça. Alors en réalité, c'est monsieur Russell Napier, que vous connaissez sûrement pas, mais qui est un grand économiste, c'est un écrivain, un stratège financier. Et c'est un passionné d'histoire d'économie. Le gars, il a étudié et décortiqué toutes les crises économiques d'au moins depuis 300 ans. Alors en fait, toute cette connaissance, ça lui procure un grand savoir qui lui permet en fait de prévoir toutes les évolutions économiques européennes, chinoises et américaines. Et en fait, il a prévu, lui, toutes les grandes crises depuis 20 ans. Hein. Et en fait, c'est lors d'un grand interview en 2020 où il avait prévu et expliqué l'univers économique d'aujourd'hui, toute cette mutation que vous êtes en train de vivre, qu'on est en train de vivre, et sans s'en apercevoir. Alors en fait, c'est la crise du Covid qui a mis fin à l'ère économique que l'on connaissait, l'économie de marché que l'on a tous connue, quoi. Je confine et je déconfine et je reconfine et je redéconfine. En gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'économie se basait sur l'offre et la demande. Donc, pour faire simple, et ça, sans aucune intervention spécifique de l'État, mis à part une régulation, quoi. Il vous suffit de prendre le forfait total entretien révision constructeur, garantie diagnostic éco-préventif, 114 000 points de contrôle Sartec impeccable à famille, à 379,99 € au lieu de 380 jusqu'au 17. Vidage, filtre à huile et tout le barzingue là, on a entre 17 et 200 €, ça dépend. Donc le système s'équilibre grâce à la concurrence et c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Et donc depuis le Covid, nous sommes entrés dans l'ère de l'économie dirigée. Oui, vous êtes en train de vivre l'un des plus gros changements civilisationnels depuis de l'histoire et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des étapes comme ça dans l'histoire et des gros changements et là on s'en fait partie. Alors, explication. En effet, donc lors du Covid, pour éviter l'effondrement des économies, les faillites en cascade des entreprises, les États donc ont déversé des centaines de milliards d'euros et de dollars dans les économies pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. Donc sur les marchés financiers et en cash aussi, mais aussi en prêts garantis par les États, c'est-à-dire les fameux prêts Covid. Vous avez dû en entendre parler, c'était surtout pour les entreprises. Ça a évidemment sauvé les entreprises, hein, bon nombre, mais ça a créé aussi de l'inflation, puisque en fait plus de pouvoir d'achat, toutes ces liquidités qui sont rentrées dans les marchés, forcément ont augmenté le pouvoir d'achat. Mais c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'en fait une situation qui devait être temporaire a perduré car les États ne savaient vraiment pas comment s'en sortir sans créer une crise majeure. Donc cette crise est toujours sous-jacente, donc sans toutes ces liquidités, on y rentrera et de plus belle. Et c'est là que ça devient pervers, car par ce biais, en fait, les politiques ont trouvé le moyen de financer les économies de marché sans débourser un centime et donc sans créer de la dette publique. Et alors donc, grâce à quoi? Je vous le donne en mille, grâce aux prêts garantis par l'État. En fait, ce sont les banques qui financent les entreprises et celles qui déboursent les liquidités et qui prêtent sans risque puisqu'elles ont la fameuse caution de l'État. Ah oui, pas mal, hein? Bon, 2 disques de 3, la barre ça, le mèche du berzing et le petit soupetou là, machin. Vous divisez par un hashtag plus l'infini et irrémédiablement, vous prenez 100 patates en cash.
Et c'est comme ça que les États ont repris l'argent des économies, de leur économie, au nez et à la barbe des fameuses banques centrales qui détenaient ce pouvoir avant. Donc évidemment, vous pouvez leur faire confiance pour qu'ils en aient fait un outil politique majeur. Et comme nous sommes gouvernés par des voyous, n'est-ce pas? Ben, ne vous attendez pas à ce que ce soit pour votre bien. Je vous explique. C'est pourquoi j'ai proposé de ne rien faire pour les générations futures. Donc, par ce principe, ils vont décider quel secteur financer en priorité, quelle activité ou quelle entreprise pour pouvoir donc diriger ces capitaux, donc des prêts garantis par l'État, donc des banques, les diriger vers donc des secteurs bien précis et sans forcément avoir une réalité économique. Ça peut être tout simplement motivé par un intérêt purement politique. Ah oui, ouais, c'est là que ça commence à craindre. Ouais. Je vois par exemple qu'aujourd'hui, M. Macron vient de libérer 2 milliards d'euros pour l'Ukraine. Attendez, je crois qu'un hôpital c'est 300 millions. Il offre comme ça, de sa grandeur, alors qu'on est dans une situation budgétaire désespérée, 2 milliards aux Ukrainiens. Et de qui, pourquoi, qui lui a donné le droit? Donc on appelle ça la politisation du crédit. Juste pour information, en Allemagne, on est à 40% des crédits en cours qui sont garantis par l'État. En France, on est monté à 70%. Et l'Italie et le Japon, ils sont déjà à 100%. Donc inutile de vous dire vers quelle direction nous allons. Le souci, c'est eu égard à toutes les vidéos que j'ai fait avant. Donc si ces gens-là sont là pour l'intérêt des multinationales ou leur intérêt politique personnel et autres, ces capitaux iront abreuver des intérêts qui ne seront pas forcément vos intérêts, qui ne seront pas forcément les intérêts communs à la nation. Il est là le problème. Alors encore une fois, c'est pas forcément totalement négatif. Dans le passé, dans l'histoire, il y a déjà eu, même en France, il y a déjà eu des économies qui se sont retrouvées, des économies dirigées qui se sont retrouvées dans la même situation. Encore une fois, si vous êtes dans un pays sans contre-pouvoir, dirigé par une caste qui n'est pas forcément là pour le bien commun, c'est là que ça pose problème. Alors maintenant, nous allons voir en fait les premiers effets pervers de ce nouveau pouvoir politique qu'ils détiennent. Les gouvernements vont favoriser tel ou tel secteur, et donc par l'intermédiaire des banques, en fait, ils continuent à rajouter en fait des liquidités. Et donc, si on rajoute des liquidités, ça veut dire que on rajoute du pouvoir d'achat. Donc, on crée de l'inflation et on entretient cette inflation. Mais je ne comprends pas. L'assurance devrait couvrir l'incendie. Michel, vous ne savez pas lire ou quoi, Madame Choucoute? C'est pourtant pas compliqué, là, en bas. En cas d'incendie en hiver, il ne pourra y avoir de remboursement. Les incendies, c'est en été, voyons. C'est la BAF. C'est la BAF. Et maintenant, pourquoi ils vont entretenir l'inflation? Tout simplement parce que quand vous avez un certain taux d'inflation, votre monnaie va plus ou moins dévaluer. Et donc, va permettre de rembourser la dette publique plus facilement et plus rapidement. Et vu notre taux d'endettement à 130%, je crois que nos gouvernements ont tout intérêt à entretenir cette inflation. Passez-moi un appel. Comment vous appelez? Je m'appelle Robert, monsieur le président. Robert. Je porte actuellement un gilet jaune. Un gilet jaune, ok. Je fais partie de ces gens qui sont sur le bord de la route. Non, mais si vous êtes en panne, monsieur, c'est pas l'Élysée qu'il faut appeler, c'est une dépanneuse. Je me suis désociabilisé, j'ai plus aucun contact. Si vous avez plus de contact, ça peut être la batterie, ça peut être l'alternateur, monsieur. Je comprends rien à ce que vous dites, monsieur le président. Est-ce que vous entendez des petits clics du côté de la pompe à essence? Non mais là je suis au bout du rouleau là. Ah, ça vous est arrivé au lavage en plus. Vous avez pas de chance, vous. Vous allez pas vous faire écraser en traversant la rue. Alors Robert, là, je vous entends mal, là. Allô? Je vous entends bien. Bon, celui-là, vous me le localisez, comme d'habitude. Et puis, petit contrôle fiscal. Monsieur le président. Ça y est, on l'a logé, le Robert. Il est insolvable. C'est un chômeur, plus de 50 ans. Il a une chaîne YouTube de jardinage. Vous lui faites sauter. Oui, il a 40 abonnés. Ça y est, c'est fait, monsieur le président. Mais encore une fois, qui nous gouverne? Si c'est pour créer cette inflation, pour rembourser la dette, pourquoi pas? Si
C'est un système qui va permettre d'augmenter encore la dette et de 130% de la passer à 150 ou 160%. Question, est-ce bien utile? Est-ce bien raisonnable? Pouvons-nous leur faire confiance? N'aggravons-nous pas la situation? Pour l'inflation, tu t'embêtes pas, hein. C'est l'Ukraine, c'est la faute à Poutine, hein. Jusqu'à présent, on a fait comme ça, hein, ça passe tout seul. Voilà, ben tu verras, on en prend plein la tronche, mais le buffet est plutôt sympa. Allez, bon courage! Et donc, ce que dit notre ami Russell Napier, c'est que nous ne subirons plus les crises économiques dues à l'économie de marché, comme on l'a connu jusqu'à maintenant. En revanche, nous allons subir ce qu'il appelle lui la répression financière. Alors la répression financière, c'est tout simplement qu'en fait ils vont contraindre certains grands acteurs comme les banques, les grands investisseurs, les assurances et autres, ou les grosses entreprises, donc à acheter de la dette publique, donc les fameux emprunts d'État, les obligations, qui vont être forcément dévalués puisqu'en fait l'État a pris complètement repris la main dessus, quoi. Ça, donc, ça pourrait être pour financer la dette. Et de l'autre côté, ils vont continuer à entretenir donc l'inflation le plus possible, entre 4 et 6% d'après les prévisions de Russell Napier. Mais donc en fait, on a un système qui va s'auto-alimenter. Donc pourquoi se priver de faire de la dette? Donc alors c'est pas Nostradamus, hein. C'est déjà ce qui se passe dans les économies du Japon, et la Chine est en train d'y venir. Voilà. Alors concernant les investissements, si vous avez de l'argent à placer, ce qu'il faut savoir, ce que nous dit Russell, hein, c'est que dans les 15 années à venir, les obligations, donc les fameux emprunts d'État, sont à proscrire. En revanche, ce qu'il dit, c'est qu'il peut y avoir de belles opportunités en bourse. Mais où? Pas n'importe où, puisqu'on est sur une économie dirigée. Donc, il va falloir pister en fait les investissements que les gouvernements prévoient de faire. Les investissements sur les prochaines années, sur les 15 prochaines années, se feront donc sur les énergies renouvelables, l'écologie, l'alimentation, parce que ça, la population mondiale augmentant, donc l'alimentation restera un pôle important. Et en fait, ils vont faire aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont refaire du protectionnisme. Donc, ils vont favoriser les produits européens. Et oui, on va financer une société française plutôt qu'une société chinoise. Donc, le produit à la fin sera beaucoup plus compétitif. Bon, bienvenue dans cette nouvelle ère économique qui sera pas toujours très simple, sachant qu'en plus tu auras d'autres pays qui sont pas forcément dans l'OCDE, qui eux sont encore dans l'économie de marché, donc ça va être intéressant. Le président Hollande vous attend dans son bureau. Merci Brigitte. Monsieur le Président. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, avez-vous bien conscience de l'importance des relations France-Afrique? En football, c'est une longue tradition. Vous êtes pressenti pour prendre ma succession. Et l'indépendance énergétique de la France, c'est important. C'est stratégique. Le pétrole, l'uranium, le gaz. Vous devrez montrer du respect aux chefs d'État africains. Pas de blagues sur la climatisation, par exemple. Bien entendu. Mais me voilà rassuré, Emmanuel. Comptez sur moi. La diplomatie, c'est ma passion. Lorsque j'aurai fini, les gens manifesteront dans la rue pour crier leur amour de la France. À la bonne heure. Je peux avoir une arme? Non, je ne préfère pas. Et vous serez assisté d'une nouvelle partenaire. Habile. Brigitte Trogneux. Brigitte? Votre secrétaire? Oui. Mais qui décide des binômes au bureau? C'est moi. Elle gardera un œil sur vous, je n'ai pas confiance. C'est une femme d'expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous aurez Benalla pour vous couvrir. Si j'ai Benalla, ça va.